Alors, voilà, je vois que Myrtille est arrivée. Super, bonsoir Myrtille. Bonsoir Ken. Bon, ben super. Eh ben, écoute, les uns et les autres vont arriver petit à petit. Donc, on est dans le groupe Communauté des éco-acteurs. Donc, en principe, vous me connaissez tous, mais je suis Ken. Aujourd'hui, je me qualifie comme un ambassadeur des éco-acteurs, un ambassadeur de toutes ces belles âmes qui ont envie de faire leur part avec leurs activités, leurs projets. Aujourd'hui, les éco-acteurs, c'est à peu près une centaine de professionnels comme Myrtille, des professionnels passionnés qui accompagnent sur différentes dimensions. Moi, je suis très content que Myrtille fasse cette masterclass ce soir. Du coup, Myrtille, je vais te laisser d'abord peut-être nous dire pourquoi tu as eu envie de faire cette masterclass et puis ensuite te présenter. Ok. En fait, cette masterclass, elle est née d'un constat au sein de mes coachings. Donc aujourd'hui, je coach et je mentor des entrepreneurs spirituels et créatives. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait comme un paradigme chez ces personnes qui sont talentueuses, qui sont dotées de beaucoup de potentiel, mais elles ne s'en rendaient pas compte et elles n'arrivaient pas à prospérer. De là, moi, j'ai refait le lien avec moi, avec l'histoire de la femme, et j'ai compris en fait ce qui se passe et ce qui peut être en train de bloquer aujourd'hui encore beaucoup de femmes et d'entrepreneuses. Là, je parle aux entrepreneuses spirituelles et créatives, aux entrepreneurs également, parce que on est vraiment appelé à agir et à se réconcilier avec cette notion de prospérité et de se libérer donc de ces blocages pour y accéder. Et voilà, c'est ça que je veux partager ce soir parce que c'est intimement lié à la relation à soi et à l'amour de soi. Ok, super. Moi, en tout cas, je suis ravi. Je vois les uns et les autres qui arrivent petit à petit. Donc, cette masterclass sera dans le groupe hein, pour le replay. On la partagera aussi. Mais super, merci beaucoup, Myrtille. C'est un sujet fondamental, vraiment. Et celles qui vont assister et ceux qui vont assister, je pense, auront des clés précieuses. Donc, super. Je te laisse peut-être te présenter. Et puis après, voilà, je te laisserai démarrer tranquillement. Super, merci beaucoup Ken. Et merci d'avoir accepté aussi que ce soir je puisse partager. Pour moi, c'est comme l'étude de 2 ans, de ces 2 dernières années en fait, parce que j'avais vraiment à cœur de démontrer que s'aimer nous aide à prospérer. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très contente de partager ça avec vous tous. Et pour savoir qui est en train de parler, donc je suis Myrtille, aujourd'hui je facilite l'entité voix au féminin. Mais avant d'arriver ici, il faut que je revienne à 17 ans en arrière où je suis formée d'une école de commerce et je travaille dans la publicité et le marketing. Je suis la parfaite working girl parisienne et, et après avoir gravi les échelons très très rapidement, en fait, je me rends compte que si ça c'est le succès, si ça c'est la réussite, eh ben c'est du vent, c'est nul, ça ne sert à rien. Je me sens très très vide à ce moment-là, et je vais faire donc ma nuit noire de l'âme. Ça va être l'éveil en fait qui va commencer à ce moment-là parce que je vais remettre en cause beaucoup beaucoup de choses et je vais vivre cette profonde dépression parce que les choses vont perdre du sens. Si tout ce qu'on m'a vendu comme étant la réussite et que je suis... On entend quelqu'un? Non, vas-y, pardon. Et donc, si ça c'est la réussite, alors il va falloir que je trouve un sens à la vie parce que ça ne fait pas de sens. À partir de là, il va se passer 3 longues années dans lesquelles je vais être hospitalisée parce que vraiment je ne trouve pas de sens à cette histoire. Je me rends compte de la manipulation qu'il y a derrière tout ce qu'on crée en fait en marketing et que moi j'étais en train de coopérer à tout ça. Donc ça va vraiment être très difficile pour moi de me reconnecter à ce qui est la lumière, à ce qui est la vie, l'amour, parce que j'ai l'impression que je suis dans un monde très très faux et dans lequel je ne vivre plus. Et puis,
quand je vais réussir à sortir de ce moment, je vais avoir des insights, je vais comprendre pourquoi je suis passée par là et que je vais pouvoir aider des gens à travers mon cheminement. Et puis, je vais commencer à me donner des petits objectifs. Et là, je vais faire le chemin de Saint-Jacques. Je m'étais dit que c'était une analogie de la vie, que si j'arrivais à traverser ce chemin seul, eh bien, je pourrais commencer à reprendre ma vie. Et sur ce chemin, je vais trouver la phrase « Vis tes rêves, ne rêve pas ta vie ». Cette phrase, elle a littéralement changé ma vie parce qu'à ce moment-là, mon rêve, c'est de partir vivre au Brésil et de chanter. Et là, je vais vraiment prendre cette décision et le pouvoir de nos décisions peut vraiment changer nos vies. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais partir. Et là-bas, au Brésil, je vais vraiment je vais me guérir d'abord et je vais me reconnecter à des vies passées, au chamanisme. Je vais me former à nouveau. Donc là, je pars vraiment dans la thérapie, donc les arts thérapeutiques, puisque l'art, pendant tout ce processus-là de dépression, a été mon canal d'expression. C'est grâce à la photographie, au chant, à la danse, à la musique, à l'art que j'ai réussi vraiment à ressentir à des moments des palpitations de vie en moi. Et donc là, ça va être une vérité. Je vais me former dans ces diverses techniques. Je vais devenir thérapeute. Et puis, dans les chamans que je vais rencontrer, il y en a une qui va me parler d'une de mes missions ici. Et c'est de contribuer à l'ascension du féminin sur Terre. Ça, c'était il y a quelques années en arrière. Ouais. Et sur le moment, tu dis, waouh, c'est cool. Sauf que tu sais pas comment tu vas faire et qu'est-ce que tu vas faire, en fait. Mais voilà, les choses sont tellement parfaites que les personnes vont arriver, les demandes vont arriver et petit à petit, je vais construire mon abordage pour aujourd'hui être là et tout se réunit parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'accompagne les entrepreneuses spirituelles et créatives et je les aide aussi bien dans la partie vraiment de leur business. Et là, c'est la marketeuse en moi qui agit. Il y a la thérapeute en moi qui aide à faire les guérisons qui sont nécessaires. Et la coach aussi pour aider à vraiment mettre des objectifs, à définir les offres et à se mettre en action, à travailler aussi cette question de la visibilité. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans un moment d'unité avec toutes ces parties de moi qui ont fait tout ce chemin pour arriver ici aujourd'hui. Donc voilà, c'est peut-être un peu long, mais c'est parce que des fois, dans notre cheminement, on peut apporter une lumière sur le cheminement de l'autre. Ouais, c'est super important. En tout cas, c'est très précieux ce que tu nous as partagé là. Vraiment, c'est top. Moi, j'aimerais bien savoir si ça entre en résonance avec certaines qui sont avec nous, parce que je connais certaines qui sont là. Donc, n'hésitez pas à dire un petit mot dans le chat, voilà, pour savoir si le parcours, l'histoire de Myrtille vous parle, résonne pour vous. En tout cas, moi, je suis très content que tu sois dans cette aventure des écoacteurs, que tu sois là ce soir, enfin, que tu proposes les offres que tu proposes aujourd'hui. Je pense que ça veut vraiment changer la vie des femmes entrepreneuses. Donc, vraiment, bravo à toi. En tout cas, merci. Merci infiniment. Et c'est vraiment un grand plaisir aussi de t'avoir retrouvé sur le chemin parce que, comme je l'ai dit une fois, quand je t'ai rencontré, Ken, j'ai l'impression que je rentrais dans le film La Belle Verte. Pour les personnes qui connaissent ce film, c'est comme si on se reconnecte à d'où on vient et donc on retrouve d'autres personnes de notre tribu et c'est ça que je ressens chez les écoacteurs. C'est vraiment des reliances avec des âmes qu'on connaît déjà depuis longtemps ou bien ces sensibilités communes et on sait qu'on est en train d'œuvrer pour plus grand que nous. On sait qu'on est en train d'œuvrer pour plus grand que nous ici, travailleurs de lumière, et ça c'est quelque chose que je veux partager aussi aujourd'hui. C'est que ce que je suis en train de faire, et comme beaucoup d'entre vous ici, c'est pas pour nous et nos égos, c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup plus grand. C'est cette ascension à laquelle on est en train de participer. Donc là, pour commencer un peu le thème, on est vraiment dans un point de bascule aujourd'hui. On est en train de créer un nouveau monde.
Donc ça nous demande de nous responsabiliser. Ça peut paraître comme waouh, mais ça nous demande, on peut le faire à partir de la légèreté, on peut le faire à partir de l'amour de nos cœurs, mais ça nous demande vraiment de nous responsabiliser de nos guérisons et vraiment de guérir aussi notre rapport. Donc là, je parle de l'amour de soi, de la guérison avec notre corps et notre relation à nous-mêmes, mais également ce rapport à l'argent. C'est plus possible, les entrepreneuses spirituelles et les entrepreneurs spirituels qui n'arrivent pas à prospérer. On est appelé à prospérer parce que on va impacter beaucoup plus à partir de qui nous sommes, à partir de nos missions. Mais donc, pour pas aller tout de suite dans cette partie-là de la masterclass, je vais commencer par le constat. Le constat, ça demande qu'on se resitue sur où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un système patriarcal. Juste pour qu'on se situe ici, j'ai pris une définition. Le patriarcat est une forme d'organisation sociale où ces relations sont régies par deux principes de base. Les femmes sont hiérarchiquement subordonnées aux hommes et les jeunes sont hiérarchiquement subordonnés aux hommes plus âgés, patriarches de la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est rentré dans ce système patriarcal? Si avant il y a eu un système patriarcal, on avait beaucoup de droits, nous les femmes, et puis on a l'impression que quand on est passé de l'un à l'autre, on a annulé tous nos droits. Et là, je parle pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui assument leur sensibilité, pour les hommes qui choisissent par exemple de ne pas travailler, de s'occuper des enfants, pour les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes. Ce système patriarcal, il est aussi dur pour ces hommes-là. À partir du moment où on assume notre sensibilité féminine, eh bien, ce système patriarcal va nous réprimer. Donc, on va vivre beaucoup de répression. Et là, pour citer quelques dates de droits qu'on va nous redonner, parce qu'à la base, on les avait. Mais, par exemple, en 1907, les femmes vont disposer de leur salaire. Jusqu'avant ça, on devait donner nos salaires aux hommes, à nos maris. Incroyable. Ok. Ouais. En 1924, par exemple, on a le droit enfin de passer le baccalauréat. En 1938, l'incapacité juridique des femmes est levée et on va avoir le droit d'avoir une carte d'identité et un passeport. C'est choquant quand même. Hein. Ah, c'est incroyable parce que c'était il n'y a pas si longtemps, quoi. C'est pour ça que je ramène ces chiffres et attends, il y en a un, c'est vraiment... En 45, on va avoir le droit de vote. Ça fait pas très longtemps non plus. En 67, on a enfin le droit de rentrer à la bourse. Et il y avait une femme qui le faisait avant, mais elle était un peu la Madoff des années folles et elle se travestissait en fait pour y rentrer. Okay. Elle s'habillait en homme. En 70, on va enlever le titre de chef de famille. Et la femme, elle est à égal avec l'homme en fait. Il n'y a plus un truc comme ça. Il y a quelque chose qui devient plus horizontal. Et en 75, par exemple, la femme, là, elle a le droit à son intimité. Jusqu'alors, son mari, il avait le droit de lui dire si elle pouvait sortir ou pas, les amis qu'elle pouvait avoir, et il pouvait lire également ses lettres. Donc à partir de cette loi-là, en 75, elle a le droit d'avoir ses lettres pour elle et d'avoir les relations qu'elle choisit. 75, c'est vraiment très près. Et là, une grande absurdité que j'ai trouvée, en 2013, on va enlever l'interdiction du port du pantalon est enfin abrogée. C'est-à-dire que jusqu'alors, on était toutes illégibles parce qu'on portait des pantalons. Incroyable. C'est fou, hein. Cette loi était toujours en vigueur et on avait le droit de déroger à ça pour faire du vélo, pour faire du cheval et faire du ski. Eh ben, dis donc. Pendant tout ce temps-là, donc on était des hors-la-loi et
une petite anecdote aussi en termes de couture dans les pantalons. Une femme, si on observe aujourd'hui, on a peut-être plus de poches, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'avait pas de poches ou très peu ou très profondes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que symboliquement, la femme n'avait pas besoin de poches parce qu'elle ne gère pas d'argent. C'est symbolique, mais c'est réel. Et pendant qu'un homme a des grandes poches bien fondes, parce que lui, il avait ses liasses de billets là-dedans, et la femme, elle n'était pas faite pour gérer de l'argent. Pourquoi je ramène tout ça? Parce que tout ça, c'est dans notre inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est un disque dur de l'humanité. C'est Jung qui a défini ce concept. Et dans ce disque dur, tout ça s'enregistre là-dedans d'une génération à une autre. Donc, on arrive déjà avec ce backstage d'inconscient collectif, nous, en tant que femmes. Ensuite, on va avoir les lignées. Si dans notre lignée, on a eu des mamans, des grands-mères qui sont restées à la maison parce qu'on leur a dit que c'était comme ça, et on questionnait pas en plus. C'était, c'est comme ça, une femme, ça reste à la maison. Et les premières femmes qui vont oser dans les lignées faire différent, en fait, elles vont vivre un grand conflit interne, et c'est où elles vont être soutenues, mais la plupart des cas, malheureusement, elles ne sont pas soutenues quand elle ose faire différent. Donc, une femme, pour qu'elle se permette tout simplement de travailler encore aujourd'hui, hein, ça c'est réel, se permettre de travailler, de laisser ses enfants, c'est pas sans culpabilité qu'on fait ça. Et même quand on en a conscience, parce que justement, ça nous demande de nous défaire de tous ces conditionnements. Il y a encore quelque chose de très fort et que nous, on est en train de briser, qui est d'arrêter de culpabiliser parce que on se permet de se mettre en premier lieu, on se permet de grandir, on se permet de se réaliser. Donc ça, c'est vraiment, j'ai voulu vraiment contextualiser pour voir ce type de conditionnement qui nous régissent. Il y a également les archétypes qui sont des structures de notre psyché. Donc là, on a par exemple la mère, j'en parlais là. La mère, elle va avoir beaucoup de mal parce que elle a été conditionnée, donc dans l'archétype, la mère, elle reste à la maison, celle qui unit, qui crée le nid aussi. Et quand elle sort de ça, elle va avoir des douleurs. Et là, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que il y a des femmes qui ouvrent la voie. Il y a un livre qui vient de sortir avec plusieurs interviews de femmes qui ouvrent la voie, des femmes qui regrettent d'être maman. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que ces femmes-là, en fait, elles ont cru qu'elles voulaient ça. Tellement c'est fort, ces impositions et ces structures. Et puis, en fait, quand elles se sont rendues compte en ayant leur enfant, mais j'ai fait ça, mais c'était pas ça que je voulais faire. Et pourquoi je ramène ça aujourd'hui? C'est parce que je vous demande vraiment à toutes et à tous de vous demander si tous vos choix là aujourd'hui, ils sont conduits par vos désirs, par vos âmes, ou ils sont conduits par ce qu'on a attendu de vous dans votre famille ou dans notre système. C'est une vraie question. De vraiment oser regarder ça avec beaucoup de sincérité. C'est moi qui ai voulu ça ou j'ai cru que je voulais ça? C'est pas pareil. Et donc j'en parle parce que donc il y a ces voix qui se libèrent, et dans les accompagnements que je facilite, eh bien on rentre dans ces espaces-là qui sont inconfortables. Quand on se rend compte que en fait je suis en train de vivre l'histoire de ma mère. Il y a tellement de projections dans les familles de quelque chose, et on a des liens aussi, ces liens donc avec nos lignées qu'on ne veut pas déshonorer. Donc je vais rester là à vivre cette vie en croyant que c'est ce que je veux. Et en fait, c'était pas mon histoire. Ouais. Ok, ben dis donc, en tout cas, là, tout ce que tu nous dis, ça remue. Hein, on nous dit bravo d'ouvrir les portes. Alors, j'ai pas le prénom de la personne.
C'est bizarre, ça. Pourquoi j'ai pas le prénom de la personne? Bon, en tout cas, ouais, l'analyse que tu nous partages là, Myrtille, est précieuse. Et aussi bien les femmes que les hommes, finalement. Hein. C'est ligné, c'est tout ce qu'on peut avoir d'un point de vue généalogique. Voilà, il y a vraiment des choses dans lesquelles on est enfermé et c'est pas facile de s'en extraire. Ouais, c'est pour ça que je trouve vraiment que c'est très difficile seul de mettre le point là-dessus parce qu'on est complètement identifié. Et là, je vais rentrer dans un autre concept qui est la voix critique. La voix critique, elle va naître de tous tes conditionnements dans l'enfance et dans le système éducationnel. Là, je dis la famille et le système éducationnel et bien évidemment notre société. Et c'est toutes les phrases qu'on va entendre qui vont induire cette voix critique. Et quand, donc, dans les accompagnements, j'aide à définir, à l'identifier, en fait, et à se désidentifier d'elle, on se rend compte très souvent que c'est une voix ou des voix du passé. Et cette voix, elle a été internalisée et je suis tellement identifiée à elle que je crois en plus que c'est moi qui me booste ou c'est moi qui m'impulsionne, mais en fait, c'est une voix critique qui me censure en permanence. Et c'est des phrases telles que t'es une bonne à rien, qu'est-ce que vont penser les gens, à cause de toi, voilà, de mettre cette culpabilité, on se sacrifie pour toi. Donc cet adulte, ça a été un enfant qui a tellement entendu de choses sur lui, des soi-disant vérités, parce qu'il a cru, c'est l'adulte qui l'a dit. Il a fait confiance. Et ensuite, cet adulte va devenir quelqu'un qui va se réprimer, qui va avoir cette voix critique, qui va guider ses pas. Et puis alors, cette voix critique, elle se manifeste toujours quand on va vouloir faire des nouvelles choses, des nouveaux projets, qu'on va expanser. C'est pour ça aussi que c'est difficile d'expanser parce que ça veut dire rentrer dans des espaces de vulnérabilité. Et parce que je suis dans un espace de vulnérabilité à chaque fois que je veux faire quelque chose de nouveau, je vais avoir ma voix critique qui va vouloir me défendre et mes peurs. Elles veulent nous faire croire que je viens pour te protéger. Je viens pour te protéger de la critique, je viens pour te protéger de l'échec, je viens pour te protéger de l'humiliation. Et si tu l'as déjà vécu dans ton enfance, ou dans ta vie là actuelle, si tu as déjà vécu des sentiments tels, eh bien tu vas vouloir fuir ça, tu veux pas revivre ça parce que ça a été de l'ordre du traumatisme. Et là je vais parler de mon histoire. Donc je vous racontais tout à l'heure, je grandis très rapidement, donc à 24 ans, je suis là où je crois que c'est ça la réussite. Et puis derrière, je fais cette descente aux enfers. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais expanser, que ça va être lumineux dans ma vie, pendant un moment, dans l'inconscient, il y a tout qui va se mettre à flipper. Le système nerveux central va se mettre à flipper, dire attention, s'il y a expansion, ça veut dire dégringolade derrière, donc arrête ça tout de suite. Et donc, je me sabote. Je fais en sorte que les choses ne grandissent pas et pas trop vite et pas trop grand parce que sinon, ça veut dire dégringolade derrière. Quand je vais avoir mon fils, pareil, je vais avoir très peur parce que j'ai peur de retomber dans la dépression, de faire un baby blues. Et en plus, c'est venir réactiver cette pensée parce que quand j'ai eu mon fils, j'ai perdu ma mère. Donc pendant un moment, je vais vraiment avoir du mal à reprendre les rênes et à m'autoriser à expanser parce que je suis complètement identifiée à ça et j'ai vraiment ce système d'alarme interne qui se met en marche sans que je m'en rende compte et qui va me mettre des barrières pour me protéger. Donc c'est pour ça que c'est difficile seul de se rendre compte qu'on est dans ces schémas-là et qu'on fait ça d'une certaine manière pour se protéger parce qu'on est vulnérable face à une expansion et c'est toujours quand on veut faire quelque chose qui nous attire au final. On est plus habitué à dire oui, c'est aligné, c'est fluide.
non, ces choses-là font partie aussi de quand on s'aligne. Ça fait peur de vivre nos rêves au final. Une personne qui a vécu son rêve, moi par exemple quand je suis partie au Brésil, mais avant d'arriver là-bas, mais tous les systèmes de peur qui se sont mis en alerte, quoi. Ça fait peur vraiment de vivre nos rêves. Et c'est pour ça que ça nous demande d'être très conscients sur ces schémas qui nous régissent. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des insights? Ouais, des questions, des réactions en tout cas, mais c'est vraiment merci beaucoup pour la clarté avec laquelle tu nous partages tout ça, hein. Moi, je suis très en phase avec tout ça, mais je pense que ça vient éclairer beaucoup de ceux qui sont là. Michel nous dit effectivement très bonne analyse. On avait l'importance de la parole impeccable envers nos enfants, du coup, hein, comme tu le disais, voilà, on ne se rend pas compte, on peut ne pas se rendre compte que nos paroles peuvent imprimer des choses profondément chez nos enfants qui deviennent les adultes de demain et parfois, en tout cas en disharmonie intérieure du fait de nos actions. Donc ça, très, très, très important. Est-ce qu'on a des questions? Avez-vous des questions pour Myrtille? N'hésitez pas. Mais en tout cas, là, en 20 minutes, tu nous as réveillés, là. Hein. Bah, c'est ça le but. Ouais. Alors, on a Sylviane qui nous dit « Ça me parle énormément, c'est mon chemin, le travail sur soi, la généalogie permet de libérer les enfants et soi, bien sûr. » Top. On a une question. Alors, qu'est-ce que c'est? Je te la partage directement. Est-ce que nous apprenons à décoder nos émotions, les disquettes inculquées par la culture, la religion, la vie ne serait pas meilleure? Ah, bon, c'est un petit peu ce que tu disais. Hein. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est ça. C'est si tu arrives justement à décoder tous ces messages induits, instaurés, il faut vraiment voir notre programmation comme un disque dur. Donc, je parlais de l'inconscient collectif qui est ce disque dur de l'humanité. Et donc, plus tu es sensible et tu perçois ces messages qui ont été encodés dans notre humanité, dans nos systèmes, dans ta lignée, parce que tout se répète là dans l'histoire de ta lignée, et que tu regardes, ça va te demander par exemple de regarder ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, comment tu réagis. Donc là par exemple le thème aujourd'hui, c'est l'amour de soi et la prospérité. Prends ces thèmes-là, quel est le rapport à toi, le rapport que tu as à l'argent. Regarde comment ta mère réagissait, comment elle était. Est-ce que tu refais cette histoire-là? Ou est-ce que tu es en train de vivre la tienne? Et si tu es en train de la vivre, comment tu es en train de la vivre? Est-ce que c'est sans culpabilité? Ou est-ce que tu reviens à ces espaces-là? Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on n'en a pas conscience, on fait les mouvements, on va vers l'avant, mais très rapidement, quand on ressent cette peur et qu'on ne sait plus comment faire, quoi faire, et s'il n'y a personne autour en plus qui me soutient, ben je reviens à cet espace. À cet espace où au final c'est confortable. Pourquoi? Parce que je connais tout, même ces émotions négatives. Ici, un point important, nos émotions négatives sont aussi viciantes que le sucre. Donc, je peux être là à revenir comme mon cerveau, il a été programmé comme ça, lui, il a été programmé, par exemple, à souffrir. Et je vais avoir du mal à sortir de ça parce que, en fait, j'ai besoin de mes shoots de souffrance. C'est mon corps de douleur là qui a besoin de ça et je vais le rechercher. Donc là, pareil, j'ai besoin de connaître les situations dans lesquelles je me mets et qui font qu'à chaque fois, je vais rechercher cette sensation. Donc là, je prends l'expansion et la prospérité comme paramètre. Et bien, chaque fois que je vais avoir cette opportunité, que ça va s'ouvrir, si j'ai pas travaillé ça, ma tendance est de revenir en arrière et je reviens dans cette partie de moi qui se croit petite, qui écoute complètement sa voix toxique, qui lui dit qu'elle est pas suffisante, qu'elle va pas y arriver, mais tu te prends pour qui, blablabla. Et je reste là-dedans et je souffre, mais en fait, je le fais aussi par vice. Je reviens là-dedans par vice. Donc c'est pour ça vraiment très sincèrement par habitude là d'accompagner par expérience, je vois que c'est très difficile de s'en rendre compte tout seul.
on est trop identifié à tout ça pour pouvoir mettre le doigt là-dessus. C'est pas impossible, mais je trouve que c'est beaucoup plus défiant seul, alors que l'autre va t'apporter ce miroir, en fait. Ces angles que tu ne vois pas. Et qu'est-ce que tout ça a à voir pour faire le lien là avec l'amour de soi et la prospérité et la vulnérabilité? Eh bien, ça a tout à voir parce que quand je décide, donc je disais, de vivre mes rêves, j'ose me mettre en premier lieu. Moi, par exemple, quand je vais partir de la France pour aller vers le Brésil, je vais découvrir des réalités autour de moi que je n'imaginais pas. Des gens proches qui vont me trouver égoïste, des personnes qui ne vont plus me parler. Ça demande beaucoup de courage de vivre ses rêves. Donc c'est aussi ici pour comprendre que des fois notre entourage il nous veut beaucoup de bien, mais il nous veut beaucoup de bien à la façon qu'ils veulent qu'on vive en fait. Qu'on reste ces personnes gentilles, dociles et qui font les choses qu'ils ont envie qu'on fasse. Et quand on décide de vivre vraiment nos rêves et vraiment notre vie, eh bien, on s'aperçoit que les personnes qui étaient autour de nous peuvent disparaître ou être même dures avec nous. Et là, pour prendre la femme dans son expansion, en fait, selon les études, une femme va être beaucoup plus critiquée et sévèrement, même par d'autres femmes et des hommes, qu'un homme qui va avoir la même réussite. Donc, ils ont fait des études avec les mêmes réussites. Ils ont juste changé le nom avec le groupe A et le groupe B. Ils ont dit, par exemple, que A, c'était Simone et B, c'était Ken. Eh bien, Ken, waouh, il a réussi, il est merveilleux, ils l'ont vanglorié. Pendant que Simone, on a dit qu'elle était arrogante, prétentieuse. Donc, c'est encore réprimé, en fait, pour une femme d'oser expanser, d'oser prospérer. La folle d'oser avoir de l'argent, on ne parle pas de ces choses-là, voyons. Donc ça demande beaucoup de courage et ça demande beaucoup, beaucoup d'amour de soi. Pourquoi? Parce que si on n'a pas cet amour en nous, si on n'arrive pas à avoir cet amour inconditionnel, on ne soutient pas ces mouvements qui peuvent venir vers nous de prospérité. Qu'est-ce que j'entends par prospérité? J'entends déjà l'amour de soi et ces flux qui peuvent venir donc d'argent, mais aussi des nouvelles relations, des amitiés, des partenariats, la santé. Je ne peux pas soutenir tout le bon en fait qui vient à moi si je suis encore identifiée à cette voix critique, si je suis encore identifiée à cette partie de moi qui croit que je ne suis pas méritante. Je vais toujours trouver une façon de saboter ça et de valider le message que je ne suis pas méritante, que je n'ai pas le droit de vivre ça. Et là, en faisant le lien, tout ce que je vous racontais au début de cette structure dans notre société, c'est tellement ancré en nous que ça va venir nous challenger fortement parce qu'on va se permettre. Donc ça se soutient avec l'amour de soi. C'est être cette base inconditionnelle, pas le conditionnement dans lequel on nous a appris. À l'amour inconditionnel, c'est vraiment sans condition. Je crois que la plupart de nos structures éducationnelles, les familles, beaucoup en tout cas, sont des amours conditionnels et pas inconditionnels. On met le nom d'amour inconditionnel parce qu'on parle de parents, mais toutes les structures familiales ne sont pas des structures qui forment. Beaucoup sont des structures qui déforment. Ça aussi, c'est important de mettre de la lumière là-dessus et d'oser ouvrir la parole. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens n'osent pas vivre leur vérité, leur rêve et d'expanser. Si par exemple dans cette lignée, les gens ont galéré financièrement, la tendance va être de galérer par honneur envers ce système. Quand par exemple tu viens d'un milieu où personne n'a eu cette expansion, ça va te demander aussi d'avoir cet amour en toi pour te soutenir là-dedans, parce que pour pas que tu te culpabilises. Il y a une partie qui croit qu'elle est en train de déshonorer parce qu'elle est en train de faire différent.
Et il y a des personnes dans le système en plus qui vont pouvoir voir ça d'un mauvais œil. Donc vous voyez ô combien c'est interrelié, l'amour de soi et la prospérité. Et pourquoi c'est important? Donc je le disais tout à l'heure pour nous, travailleuses et travailleurs de lumière. L'argent aujourd'hui, dans notre société, il vient avec une charge qui est très lourde. C'est l'angoisse, c'est le stress, c'est le manque. Et on a besoin de redéfinir ça parce que on nous a montré aussi cette image de argent, riche, prospérité, des gens qui manipulent, des gens qui écrasent, qui oppriment à travers ce dit pouvoir. Mais l'argent ne donne pas du pouvoir. Par contre, si nous, on a de l'argent, on a le pouvoir de changer les choses. Et c'est pour ça que c'est important de se réconcilier avec cette énergie et de se permettre de prospérer. C'est parce que si demain on va avoir cet impact et créer ce nouveau monde, il passe aussi par l'argent. C'est très important de se réconcilier avec cette notion, cette énergie, parce que c'est de l'utopie. Si on veut juste faire avec nos cœurs, on va avoir besoin d'argent pour acheter des panneaux solaires, on va avoir besoin d'argent pour créer des écolieux, pour reforester, pour aider des écoles à se construire, quels que soient nos projets, on va avoir besoin d'argent. Et parce que on a ces valeurs de générosité, je sais que nombreuses et nombreux d'entre nous ont aussi cette projection de, par exemple, le riche est un con, donc du coup, moi, je vais me corrompre et je vais devenir ça, je vais projeter ça sur lui. Mais non, ça ne viendra pas te corrompre, ça va amplifier tes valeurs. Si tu es quelqu'un de généreux, tu vas être encore plus généreux avec de l'argent. Tu vas avoir beaucoup plus d'impact. Il faut vraiment voir que c'est une amplification et c'est pas une corruption. Corruption, ouais. On se corrompt pas et on va pas changer, on va pas devenir cette personne arrogante, opprimante. On va être à chaque fois plus impactante. Ok, en tout cas, c'est tout ce que tu nous partages là, vraiment, Myrtille, on a envie d'aller plus loin avec toi. Moi, je suis très, très content de tout ce que tu partages avec clarté, c'est vraiment top. On a quelques réactions que je partage rapidement. Michel qui nous dit être consciente, voilà, par rapport à une forte loyauté. Et finalement, être conscient ne suffit pas. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses finalement? Oui, on peut faire un chemin, mais quand c'est compliqué finalement d'avancer seul, c'est d'aller vers des personnes comme toi, vers des thérapeutes, des coachs. Ouais, exactement. Je trouve que il faut oser demander de l'aide, il faut oser prendre les mains qui se tendent et ça vraiment, si on le voit sous un pan spirituel, nos âmes, elles savent ce qui est bon pour nous quand il y a quelque chose qui nous appelle et que ta raison est pas forcément en train d'accompagner. Ne cherche pas à ramener avec le mental. Si ça t'appelle, ce que je suis en train de te dire, si t'es appelé à venir travailler avec moi, écoute cette voix de l'âme qui sait. Et là, je le dis parce que oui, je travaille avec ça, mais moi-même, je fais mes choix comme ça. Je préfère quand ça vient de l'âme et que ça ne répond pas forcément à quelque chose de logique, parce que elle est à un autre niveau en fait. Elle voit des choses que moi je ne vois pas forcément. Et justement parce que je peux avoir des limitations encore dans certains programmes, parce que moi aussi j'ai des programmes encore, mais on est à chaque fois plus conscient, on a une sensibilité qui remarque beaucoup plus rapidement où est-ce que je suis en train de me prendre ou de me confondre. Mais oui, c'est à travers l'accompagnement, il faut oser. Et je sais que pour être également une thérapeute, une coach, on peut se dire non, mais je sais, j'ai déjà fait tout ça. Le nombre de personnes qui arrivent en me disant ça, mais moi j'ai déjà fait ça. Mais j'ai déjà fait plein de trucs là-dessus. Mais tu as cheminé
tu as cheminé depuis et tu n'es jamais la même personne. Tu n'es pas, même si je prenais le même exercice, c'est ce que je leur dis toujours, même si je prenais le même exercice, la personne qui va le faire aujourd'hui, c'est pas la même qui l'a fait il y a 3 ans en arrière, il y a 5 ans en arrière. Donc, tu n'as pas fait cet exercice. Cette personne aujourd'hui, elle va le voir différemment. Et les couches aussi, là, il y avait une personne qui a écrit qu'elle a déjà libéré des choses et qu'elle voit qu'il y en a encore. C'est parce que vraiment, il faut le voir comme des couches. Et il y a des moments dans ta trajectoire, tu es assez mature émotionnellement pour aborder telle chose. Puis tu as cheminé. Puis là, tu peux rentrer un peu plus profondément. Et puis ensuite, tu vois, ah, j'ai pas encore fini là-dessus. Non, t'as pas encore fini là-dessus. Et c'est ok. T'as pas obligé d'être parfaite et d'être super alignée, mais ça te demande à chaque fois de regarder avec une certaine humilité que, bah ouais, là-dessus, j'ai encore besoin de travailler et c'est ok, en fait. Et parce qu'on accepte ça, là encore à nouveau l'amour de soi, parce que je vais m'accueillir dans ces mouvements, parce que je vais accueillir le fait que ok, j'ai encore besoin d'aller voir cette blessure, je vais encore avoir besoin de la penser, eh bien j'y reste beaucoup moins de temps, je suis beaucoup moins identifiée à tout ça. Quand je vous parle de mon passé aujourd'hui, c'est comme si je vous parlais d'une autre personne. Je suis plus identifiée à tout ça, mais j'ai dû y retourner je sais pas combien de fois. Hein. Sauf que c'est ça, il y a un moment, plus j'ai développé l'amour envers moi-même et envers ces mouvements, envers ces trébuchements, et plus j'ai pu transcender ça. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je suis tellement heureuse de pouvoir faciliter ces chemins parce que ça vient d'une trajectoire, quelque chose que j'ai vécu. Quand les personnes s'identifient, c'est parce qu'elles savent que je comprends ce qu'elles sont en train de vivre. Et ça, c'est pour nous toutes et nous tous ici. Quand ensuite on aide l'autre, c'est à travers ces cheminements. On ne peut pas accompagner l'autre sur un chemin qu'on n'a pas forcément fait, ou alors on va le faire peut-être à partir du mental. Mais là, je parle du cœur. Je parle pas avec mon mental. Bon, en tout cas, vraiment, vraiment très, très heureux que tu nous partages tout ça ce soir, Myrtille. Hein, on a pas mal de commentaires. Alors, on ne pourrait pas tous les partager. Ils sont longs, les derniers commentaires. En plus. Je crois que c'est Morgane qui parle de la mémoire. Moi, j'avais peut-être une question par rapport aux échanges que j'ai avec certains pros dernièrement, par rapport à la culpabilité. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que certains ont du mal à aller vers plus d'abondance, de prospérité, du fait d'une culpabilité. Voilà, donc je te laisse t'exprimer là-dessus. Merci, c'est parfait. Oui, je voulais parler justement d'autres blocages qu'il peut y avoir par rapport à l'argent. Et il y a notamment cet aspect de la culpabilité. On peut réussir et on peut prospérer et pour autant se sentir très coupable d'avoir autant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a se rendre compte que tout le monde n'a pas ça autour de soi et de vivre avec cette culpabilité, surtout quand on a cette âme qui vient pour aider, qui vient pour contribuer, et de se dire mais pourquoi moi j'ai tout ça et les autres sont en train de souffrir? C'est l'histoire un peu de Bouddha. Mais ça te demande de te réconcilier avec ça, et pour te réconcilier avec ça, ça demande de t'aimer et de te trouver suffisant ou suffisante. Et qu'à partir de ce que tu as, tu sais comment tu es en train d'impacter. On ne va pas éradiquer, une personne ne va pas éradiquer la misère dans le monde. Maintenant, plusieurs personnes. Et là, je refais le pont à pourquoi c'est important qu'on soit nombreuses et nombreux à nous réconcilier avec cet argent et à cette notion, en fait. C'est parce que c'est ça, si on est plusieurs à avoir ça, on va impacter beaucoup plus positivement. Mais c'est ça demande de ne pas se sentir coupable d'avoir autant. Donc ça, c'est quand je regarde à l'extérieur, et ça peut aussi venir encore une fois de m'aligner. Si par exemple, moi j'ai eu
beaucoup. Je suis passée par ça, par exemple. Voilà, typiquement. Ma mère, c'est quelqu'un qui avait plusieurs travails et qui gagnait au final pas grand-chose. Elle était femme de ménage, elle était auxiliaire de vie. Donc, elle travaillait beaucoup pour peu. Et moi, je vais culpabiliser parce que mon premier salaire sera beaucoup plus important que celui de ma mère qui venait de travailler toute sa vie pour avoir cet argent. Donc, ça va me faire vraiment me sentir mal et je vais pas me sentir méritante quand je vois tout le travail de cette femme, ô combien c'était peineux pour elle et moi, c'était si facile que je vais vouloir me punir. Donc c'est important de regarder ça aussi. Cette culpabilité, elle vient d'où? Pourquoi se punir? Parce que dans notre système, on n'a pas vu les autres réussir. C'est vraiment s'accueillir et s'aimer et reconnaître que voilà, on n'est pas en train de les déshonorer, on n'est pas en train d'être offensant envers eux. C'est parce que voilà, on a accédé à ça, mais c'est ce type de mémoire qui est en train de résonner en nous et qui nous dit tu n'es pas méritante, tu n'es pas méritant. Regarde, ton père, ta mère s'est sacrifié et toi, tu as réussi comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent ça, notamment des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, qui sont multimillionnaires et qui peuvent vivre ce type de culpabilité. Et donc ça c'est une autre chose que je veux dire que l'argent n'apporte pas, c'est la sécurité. Tu peux être multimillionnaire et tu ne vas pas te sentir sécure. J'ai même le sentiment que ce sentiment se démultiplie si on n'arrive pas à développer la sécurité en soi. Parce que vraiment ce sentiment de sécurité, il est comme la liberté, il est un sentiment interne, il ne dépend pas de l'extérieur. Donc on peut se sentir en sécurité avec peu, on peut se sentir riche avec peu d'argent et inversement. Et la liberté, c'est pareil, on peut avoir l'illusion que ça va me donner la liberté d'avoir de l'argent. Alors oui, ça va me donner la liberté financière peut-être, mais pas forcément la liberté. Je peux être prisonnière, je peux être obsédée par l'argent. Et c'est pour ça que l'argent, c'est pas le problème. Là, le problème, c'est comment je me relationne à tout ça. Est-ce que je suis en train de faire tout ça pour de l'argent ou est-ce que je suis en train de faire tout ça pour répondre aux orientations de mon âme et parce que je suis en train de servir la conséquence, c'est l'argent. C'est pas pareil. Et c'est ça que je veux vraiment vous communiquer aujourd'hui. C'est que vous ici, c'est ce que vous êtes venus faire. Vous êtes venus pour répondre à cet appel de l'âme, à ce service envers l'humanité, pour contribuer positivement, pour contribuer aujourd'hui à la création de ce nouveau monde, notamment par vos travaux de lumière, par vos âmes, vos lumières, mais vous avez besoin de les laisser s'expanser, de les laisser vraiment rebondir, de les laisser prendre leur place et vivre l'infini potentiel qui est en vous. Mais pour ça, ça vous demande de vous réconcilier avec vous et de vous réconcilier avec cette énergie de l'argent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est très important qu'il y ait à chaque fois plus cette énergie de l'argent dans nos mains pour que l'on contribue et que l'on impacte positivement pour la construction de ce nouveau monde. Nos utopies seules, ça ne se soutient pas. Par contre, nous, avec de l'argent, on va changer le monde aussi. Pas que avec nos cœurs, mais aussi avec de l'argent. Parce que là, on a des mémoires donc c'est vraiment se défaire de toutes ces mémoires de vœux de pauvreté, ces mémoires de vie passée, c'est se reconnecter à ça et se libérer de ça. On n'en a plus besoin, on l'a déjà fait, on a déjà vécu ce contrat, on n'a plus besoin de ce contrat.
Oh, top. En tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment très, très, très content de ce que tu nous partages parce que je rencontre dans le cadre des écoacteurs, aujourd'hui, on est quasiment une centaine et beaucoup de membres sont dans ces difficultés, ce désir de prospérité, d'abondance et n'y arrivent pas. Même avec toute la bonne volonté, avec leurs belles âmes et euh, même en étant hyper compétents. Et donc, effectivement, ce que tu nous partages ce soir il y a des clés fondamentales. Donc, on sera amené à en reparler, hein, puisque bon, tu fais partie de l'écosystème, mais je pense qu'on collaborera sur certaines choses parce qu'il y a bon nombre de membres qui seraient ravis de travailler avec toi, ça c'est certain, qui auraient besoin de ce que tu proposes. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Et même moi, tu vois, à titre très personnel, hein, pour me livrer un petit peu à toi aussi ici, je sais que c'est pas évident, tu vois, quand on a ce désir de se mettre au service et je travaille aussi avec beaucoup de travailleurs sociaux, etc. Et qu'on est dans ce désir, tu vois, de donner, c'est difficile parfois d'accepter d'être rémunéré, ou en tout cas d'être rémunéré à la vraie valeur de son travail. Avec quelque part, tu vois, une part de nous qui dit mais oui, mais je le fais avec cœur finalement. Donc, j'ai pas tant besoin que ça d'être rémunéré ou en tout cas d'être bien rémunéré. Moi, je sais que j'ai encore eu ce type de réaction hein, il n'y a pas si longtemps. Et je sais que beaucoup de ceux que tu appelles travailleurs de lumière, que moi j'appelle éco-acteurs en fait, hein, ces personnes qui se mettent au service d'un monde meilleur, ont des difficultés à vraiment évaluer à sa juste valeur leur travail. J'ai des personnes aujourd'hui, j'en vois des présents aujourd'hui là, avec nous, qui font des choses incroyables. Moi, je les accompagne parfois sur le business development et je leur demande le prix et ils me disent 200 euros pour quelque chose pour moi qui en vaut 1000. Et tu vois, il y a cette dimension-là. Donc, j'aimerais bien que tu nous dises un petit mot sur peut-être la valeur qu'on se donne ou la valeur qu'on donne à ce qu'on apporte. Tu es génial, Ken. Oui, en fait, c'est vraiment intimement lié. Donc, tu parlais de valeur, c'est intimement lié à l'amour de soi. C'est reconnaître, par exemple, la transformation que je proportionne dans la vie de cette personne au travers de toute mon expérience. Par exemple, qu'est-ce qui induit dans un prix? Moi, je vais vous dire ce que j'enseigne dans mes accompagnements. Dans ton prix, il y a, oui, la personne que tu es. Il y a toutes les expériences. Si tu devais chiffrer toutes les expériences que tu as vécues et que toi, avec ton intermédiaire, tu fais passer cette personne de là à là très rapidement grâce à tout ce que toi, tu as vécu. Ensuite, on va prendre toutes tes formations. Donc toi, tu as investi pour lui apporter cette transformation. Tu additionnes cette transformation, tu additionnes tes expériences, tu imagines la valeur que c'est, que ça représente, la transformation que tu proportionnes. Et puis, parce que tu as une notion quand même, là, on va prendre quelque chose de très concret, la matière, j'ai des charges à payer, j'ai des choses vraiment à payer très concrètes et j'ai des rêves aussi que je veux réaliser, à quoi je veux contribuer. Et donc ça me donne une valeur. Je mets plus des prix à la volée, je mets vraiment des prix à partir de choses très concrètes que j'ai besoin de payer, plus tout ce que ça proportionne, mon accompagnement et la transformation que je potentialise. Et généralement, les personnes, quand tu leur demandes par rapport à ce qu'elles payent et la transformation que ça leur apporte, ben en fait, c'est symbolique le prix dans tout ça. Si on devait vraiment prendre, tu vois, mettre une valeur à une transformation, tu es dans une réalité X et tu passes à une réalité qui est vraiment un rêve pour toi, ça a quelle valeur ça? C'est 1000, c'est 2000, c'est 10 000, c'est 15 000, c'est 1 million, c'est combien ça? Et donc, du coup, tu te rends compte que tu as besoin d'apprendre vraiment cette notion d'investissement en toi, en ton potentiel. Donc, pour que toi, tu te permettes d'investir pour grandir. Moi, très sincèrement, je suis la première cliente de coaching and mentoring. J'avance très vite à partir du moment où je suis accompagnée parce que, voilà, cette personne, elle a déjà cheminé et elle m'aide à aller plus vite. Et j'aime ça. Donc, j'ai vraiment fait un gros travail par exemple, là encore une fois, pour investir en moi, il faut que je croie suffisamment en moi. Je peux pas investir en moi si je crois pas en moi, en mon potentiel et que ça va marcher.
je vais investir en faisant comme ça et en priant pour que ça marche. Ça va pas marcher. Ça demande cet engagement envers soi et cette confiance en soi. Donc, juste pour refaire le lien avec ta question, oui, le prix, il a à voir aussi avec la valeur que l'on se donne. Si je crois que mon travail, il vaut pas tout ça, ben, je vais avoir un prix qui va être le reflet de ça. Et là, une question très marketing, ton prix te positionne. Si je te dis, je t'offre une transformation qui va révolutionner ta vie, tu vas avoir confiance en toi, on va revoir toute la structure de ton business, tu vas décoller, tout ça pour 300 euros. Maintenant, je te refais le même speech. Je dis tout ça pour 4000 euros. Tu crois qui dans cette histoire? Qui te passe de l'expertise? C'est clair. Bon, c'est celui de 4000 ans. Bien sûr. Je vais trouver que cette personne, elle se positionne, elle me passe une confiance, alors que celle qui arrive et qui me dit tout ça pour 300, je me dis, oula, il y a un truc qui matche pas là. Ouais, complètement. En tout cas, je vois il reste 5 minutes sur le timing, enfin 4 minutes 10 sur le timing qu'on s'était donné. Je sais que tu lances un nouvel accompagnement qu'on va retrouver là dès les prochains jours. Je pense que tout est en place là. Donc voilà. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots rapidement? Avec grand plaisir, merci. Alors, j'ai un nouvel accompagnement qui va être un coaching en groupe pour 8 merveilleuses femmes. Ce programme s'appelle Femmes puissantes, femmes avec le mot âme, femmes puissantes, et c'est vraiment pour soutenir ces femmes, se réconcilier avec elles, se réconcilier avec leur corps, se redécouvrir, se retomber en amour de soi et se réconcilier avec cette énergie de l'argent, revoir ses programmations et switcher ça pour se permettre d'expanser et pour se permettre vraiment de manifester sa puissance. Toutes et tous, on est venu ici avec une puissance, un truc vraiment incroyable, et parce que on est arrivé ici et qu'on nous a conditionnés, on a mis plein de boîtes, et une boîte plus une autre, et notre potentiel il s'est réduit, et on veut juste reprendre notre plein pouvoir sans avoir besoin d'écraser qui que ce soit, juste en étant soi, juste en s'aimant et en aimant, en transbordant cet amour autour de nous. Et ça passe par l'amour de soi et également la prospérité. Ok, top. En tout cas, pour celles et ceux qui regardent, qui seraient intéressés, celles qui vont voir ce replay, donc j'ai mis le lien vers l'outil de prise de rendez-vous. Donc, vous n'aurez pas forcément Myrtille en direct, mais peut-être plutôt Roxane qui travaille avec nous, mais qui rejoint aussi Myrtille, donc voilà, qui pourra vous donner toutes les informations sur les accompagnements. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Voilà, en tout cas, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Myrtille, tu fais partie de ces belles âmes, de ces belles personnes que j'ai la grande chance d'avoir croisées. Je suis très content que tu sois, voilà, que la vie nous ait connectés, en tout cas. Et voilà, j'invite toutes celles et ceux pour qui ton message ce soir, ta masterclass aura résonné. Voilà, à en savoir plus au moins. Si ça a résonné pour vous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc voilà, n'hésitez pas. En commentaire, vous avez le lien de prise de rendez-vous. Myrtille, merci beaucoup. Il nous reste 1 minute 30. Est-ce que tu aurais un message de la fin à nous partager, à ceux qui vont regarder maintenant ou en replay? Ben moi, je veux bien faire 1 minute avec mon bol tibétain, si vous le voulez bien, pour qu'il vous aide à harmoniser et à intégrer ces données aujourd'hui, parce que j'imagine que ça c'est venu bouger dans vos structures. Donc, je vous invite à revenir dans votre centre, à fermer vos yeux, à vous reconnecter à votre souffle créateur, à cette énergie de la vie. Reconnectez-vous à votre centre
Ressentez votre corps, ce temple sacré. Reconnectez-vous à la gratitude d'avoir ce corps sacré, la gratitude d'être ici, aujourd'hui, connectés les uns aux autres, reconnectés à nos âmes, reconnectés à nos puissances, reconnectés à notre divin potentiel. Ressentez vos cellules, ressentez votre magie. Rappelez-vous que ce que vous êtes suffit. Répétez ce que je suis suffit. Merci pour ce moment, merci pour vos attentions et rayonnez, rayonnez. Propagez votre lumière. Merci beaucoup, merci. On se retrouve dans quelques jours, nous, pour travailler ensemble sur quelques petites choses. Et puis, un grand merci à toutes celles et ceux qui étaient là. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.